Downs le 13 avril 1702. Le seul incident fâcheux fut la perte d'une brebis que les rats du bord m'enlevèrent et dont je retrouvai la carcasse dans un trou, nettoyée jusqu'à l'os. Je débarquai sans encombre toutes mes autres pièces de bétail et les mis à paître sur le Bull Green de Greenwich, où elles se mirent à brouter de fort bon appétit, contrairement à mes appréhensions, car le gazon est là d'une finesse extrême. Elles n'auraient probablement pas supporté la fatigue de leur très long voyage si le capitaine ne m'avait donné de ses meilleurs biscuits qui, réduits en poudre et délayés dans de l'eau, furent leur seule nourriture à bord. Pendant le peu de temps que je passais en Angleterre, je gagnais des sommes considérables à montrer mes petits animaux aux gens de qualité et autres amateurs. Et, avant d'entreprendre mon deuxième grand voyage, je les vendis 600 livres. À mon dernier retour, j'ai trouvé que leur nombre s'était considérablement accru. Surtout celui des moutons dont j'espère qu'ils seront d'un grand profit pour nos manufactures, à cause de la finesse de leur toison. Je n'ai resté que 2 mois avec ma femme et ma famille. Mon insatiable goût des voyages ne me laissa pas un plus long repos. Je laissai à ma femme 1500 livres sterling et l'établis dans une bonne maison à Redgrave. J'emportai avec moi le reste de ma fortune, tant en argent qu'en marchandises, dans l'espoir de m'enrichir un peu. Le plus âgé de mes oncles, John, m'avait laissé des terres près d'Epping, qui rapportaient 30 livres de rente. À Fetter Lane, j'avais en bail à long terme l'auberge du Taureau Noir qui en donnait autant. Aussi, je ne craignais pas de laisser ma famille en charge à la paroisse. Mon fils, qui s'appelle Johnny, comme son grand-oncle, allait au collège et se montrait fort docile. Ma fille Betty, qui fit depuis un beau mariage et qui est mère de famille, apprenait alors à coudre et à broder. Je fis mes adieux à ma femme, à mon fils et à ma fille, et il y eut quelques pleurs versés des deux côtés. Puis je m'embarquai sur l'aventure, marchant de 300 tonneaux, en partance pour Surat, sous le commandement du capitaine John Nicholas de Liverpool. C'est le récit de ce voyage qui fournira la deuxième partie du présent ouvrage. Donc là, vous l'avez compris, fini le voyage à Lilliput, il n'y a plus de Lilliputiens. Cette fois-ci, on part en voyage à Brod-Dignag. Et là, je ne vous en dis pas plus, restez avec moi pour connaître la suite. Chapitre 1. Description d'une grande tempête. La chaloupe va à terre pour faire de l'eau. L'auteur s'y rend aussi afin d'explorer le pays. Laissé sur le rivage, il est capturé par un indigène et transporté dans une ferme. Comment il est reçu et quelles aventures lui arrivent. Description des habitants. La nature et le destin m'avaient condamné à une vie agitée et sans repos. 2 mois après mon retour, je quittai de nouveau ma terre natale et m'embarquai au Downs le 20 juin 1702 sur l'Aventure, en partance pour Surat, sous le commandement d'un Cornouaillais, le capitaine John Nicholas. Le vent nous fut très favorable jusqu'au cap de Bonne-Espérance, où nous mouillâmes pour faire de l'eau. La découverte d'une voie d'eau nous obligea à y débarquer nos marchandises et à y passer l'hiver. Car notre capitaine ayant eu les fièvres, nous ne pûmes quitter le cap avant la fin mars. Nous remîmes alors la voile et nous fîmes bonne route jusqu'au-delà du détroit de Madagascar. Mais à peine étions-nous au nord de cette île, par 50 degrés de latitude sud, que les vents, on sait pourtant que dans ces mers il y a de bons alizés réguliers du nord-ouest, depuis décembre jusqu'au début de mai, se mirent à souffler avec une plus grande violence et bien plus de l'ouest que d'habitude, pendant 20 jours sans discontinuer, ce qui nous fit dériver jusqu'à un point situé un peu à l'est des îles Mollusques, à 3 degrés environ au nord de l'équateur comme l'établit notre capitaine, qui fit le point le 2 mai. Ce jour-là, le vent tomba et il se fit un calme absolu dont je me réjouis fort. Mais le capitaine, qui avait une grande expérience de la navigation dans ces mers, nous enjoignit de nous préparer tous à affronter une tempête. Celle-ci, effectivement, se déclara le jour suivant, car il s'était levé ce vent du sud que l'on nomme la mousson. Prévoyant que le vent allait fraîchir, nous serrâmes la voile de Beaupré et nous nous préparâmes à descendre la voile de Misaine. Le temps était si mauvais que nous attachâmes tous les canons et serrâmes la voile d'artillerie. Le bateau courait grand largue. Aussi jugeâmes-nous préférable de passer vent arrière plutôt que mettre à la cape ou de naviguer à sec de toile. Nous prîmes des rilles à la voile de Misaine et
fixâmes et bordâmes les écoutes. La barre était toute au vent et le navire gouvernait bien. Nous tournâmes la manœuvre du petit phoque, mais la voile se déchira et nous l'affalâmes, amenant en même temps la grande vergue et, après avoir degréé totalement la voile, nous la remisâmes. La tempête faisait rage et les vagues menaçantes se brisaient sauvagement les unes contre les autres. En halant dur sur le radan du timon, nous aidâmes le timonier à la barre. Nous ne voulions pas amener le grand mât de hune et nous le laissâmes tout gréer, car le vaisseau se gouvernait bien et nous savions qu'il était ainsi plus à l'aise et sans risque pour nous, puisque nous avions de l'eau à courir. La tempête finit, on établit la misaine et la grand-voile et on mit le bateau debout au vent. On établit alors l'artimon, le grand et le petit hunier, et on gouverna est-nord-est, le vent soufflant du sud-est. Nous fixâmes les armures à tribord, nous débarrâmes nos balancines et nos bras de vergue du côté du vent, fixâmes les bras de vergue sous le vent, déhalâmes les boulines et les amarres solidement, mirent l'armure de misaine devant le vent, et tînmes le navire au plus près du vent que nous pûmes. Pendant cette tempête, qui fut suivie d'un vent violent ouest-sud-ouest, nous fûmes poussés d'au moins 500 lieues vers l'est d'après mes calculs. De sorte que notre plus vieux loup de mer n'aurait pu dire en quelle partie du monde nous nous trouvions. Les provisions ne manquaient pas. Le vaisseau était parfaitement étanche et l'équipage en bonne santé, mais l'eau nous faisait cruellement défaut. Il nous parut plus sage de poursuivre la même route plutôt que d'obliquer vers le nord, ce qui eût risqué de nous mener au nord-ouest de la Grande Tartarie et dans les mers glaciales. Le 16 juin 1703, un mousse découvrit une terre du haut du Perroquet. Le 17, nous nous trouvions en vue d'une grande île ou d'un continent, nous ne pouvions pas le savoir, dont la rive sud formait un mince promontoire avançant vers la mer et une baie trop peu profonde pour un vaisseau de plus de 100 tonneaux. Nous jetâmes l'ancre à une lieue de cette baie, et notre capitaine envoya 12 hommes bien armés dans la chaloupe, avec des tonneaux pour les remplir d'eau, s'ils s'en pouvaient trop.